j'oublie. Voilà, vous allez recevoir un petit message. Parfait. Hop. Alors, bienvenue à tout le monde dans ce nouveau webinaire. euh, alors, proposé par la chaîne, si je peux me permettre ce mot, de l'instant Z. Euh, et puis, donc, on a l'habitude, nous, de faire un petit peu deux types de webinaires. Le webinaire d'introduction à la gouvernance partagée, pour les personnes qui découvrent ces nouvelles méthodologies de gouvernance. Ça, ce sera la semaine prochaine, entre 11h30 et 12h30. On teste ce nouvel horaire aussi. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la gouvernance partagée, que vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez embarqué des collègues, des amis, etc., c'est vraiment le moment pour. Donc c'est le jeudi, le mardi prochain, 6 juin, de 11h30 à 12h30, je vous passerai le lien dans le chat. Et puis pour aujourd'hui, eh bien, c'est un webinaire plus d'exploration autour d'une thématique qui nous anime beaucoup à l'Instant Z depuis 2 ans, parce qu'en fait, depuis 2 ans, on commence à travailler de plus en plus avec des plus grosses organisations. Et puis c'est pas la même dynamique d'accompagner une petite équipe de 5 à 10 personnes que des grosses orgas de 100, 200, 500, voire 1000 personnes. Et donc du coup, on s'est beaucoup intéressé aux différentes méthodologies de transformation, d'accompagnement, de conduite du changement. Et puis c'est dans cette lancée-là que Vincent va intervenir aujourd'hui pour nous présenter une méthodologie qui est la méthode Ariane, alors que je ne connais pas, pas plus que les discussions que j'ai pu avoir un petit peu en préparation de ce webinaire avec Vincent, donc je laisserai expliquer un petit peu cette méthode. Mais en gros, l'idée de ce webinaire, c'est de rendre plus connu ce qu'il appelle le navigateur Ariane, qui permet donc de guider des projets de transformation complexes pour des grosses organisations lorsqu'on a beaucoup de personnes impliquées. Et donc, vous noterez aussi que pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent se former à cette méthodologie, Vincent co-animera une formation sur la question, il me semble que c'est à Paris, mais il vous précisera ça, du 11 au 14 juillet prochain. Tout à fait. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais te passer la main, Vincent. Je t'invite à te présenter aussi, enfin, pas oublier de te présenter aussi personnellement. Et puis sinon, voilà, bonne présentation. Moi, je resterai à la technique, donc je serai attentif au chat, mais on va essayer de. Donc, n'hésitez pas si vous voulez partager sur le chat d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici, ou ce qui vous intéresse ou quoi, ça peut être sympa pour les participants. Et sinon, j'essaierai de faire attention aux questions que je récolterai pour les ressortir à la fin de la présentation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc bonne séance à vous. Et On est Vincent, à parti. toi la parole. Eh bien, merci Benjamin. Je mets en route mon petit chrono. Donc, bienvenue. Je suis très content d'être là parce que j'aime beaucoup ce que fait l'Instant Z. Chaque fois que je parle de l'Instant Z, je dis, mais je trouve ça super intelligent ce qu'ils font. Donc, je suis particulièrement heureux d'être invité aujourd'hui. Invité pour vous partager quelque chose qui est un peu une passion pour moi, qui est le pilotage dynamique, qui est pour moi l'art de naviguer dans son contexte et dans la complexité. De vous le partager, je ferai un éclairage sur comment ça peut être une méthode d'ingénierie de transformation. Ce webinaire, il est né alors que j'étais en train de faire une intervention pour une organisation de 1800 personnes dans le secteur industriel. Et j'ai fait le dirigeant m'avait demandé quelque chose que je ne faisais jamais, à savoir faire 2 jours d'audit, d'immersion dans l'organisation. Et je leur ai fait un retour basé, d'ailleurs, il y a des slides qui étaient dans le retour que je vais vous montrer. Et le retour qui m'a été fait, c'est « Waouh, mais tu as réussi à rendre explicite l'implicite ». Voilà, donc du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de le partager. Et vous verrez que vous allez retrouver plein de choses probablement que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, moi, je suis Vincent Cabane. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle du Mouvement et des Hommes. Et moi, je me qualifie de pédagogue de la mise en mouvement des systèmes humains parce que c'est vraiment ça qui me fait avancer. C'est le mouvement des systèmes humains, qu'ils soient individuels, collectifs, sociétal. Et la dimension de pédagogue est très importante pour moi parce que une des manières de vérifier que ce que j'accompagne, entre guillemets, fonctionne, c'est le fait que
les gens ou les collectifs que j'accompagne réutilisent ce que je fais sans que forcément j'ai besoin de les réaider. Voilà. Donc, peut-être pour me présenter, je suis ingénieur temps réel et système. Donc, mon premier métier, c'est de programmer des logiciels pour qu'ils se parlent ensemble. Je faisais ça sur avion et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de l'industrie aéronautique pour Airbus en particulier. Donc, soit en bureau d'études, soit en support client. Et après ça, j'ai rejoint les équipes de transformation culturelle. Donc, on avait une organisation chez Airbus qui accompagnait de la transformation culturelle, managériale. Et moi, j'étais en charge d'engagement pour les employés en France. Et j'ai beaucoup travaillé en particulier sur la culture du feedback. Voilà. Et après, au sein de cette même organisation, je suis allé vers de l'accompagnement de transformation stratégique et culturelle, où je faisais davantage du coaching d'organisation. Et à l'hiver 2020, j'ai pris l'opportunité de la pandémie du Covid pour quitter Airbus et monter du mouvement Adhésion. Voilà. Peut-être une chose pour comprendre qui je suis, moi, ma passion, c'est l'action. Et le rapport à l'action, c'est l'action des individus et des collectifs. Pour moi, ça comporte un peu un mystère. Et cette action, il y a une chose qui est importante pour moi, il y a trois choses qui sont importantes pour moi. C'est d'abord qu'elle est la dimension de sens, le sens au travers de la signification, au travers de la direction, mais aussi le sens au travers de la perception. J'aime quand l'action elle est intelligente dans son contexte et elle sait sentir le contexte dans lequel elle agit. Une chose qui est très importante pour moi, c'est une dimension, pour moi, il est important qu'elle soit écologique pour les acteurs, pour les gens qui la produisent, pour les gens qui la consomment, pour l'environnement. C'est même ce qui a fait que toute ma carrière durant, j'ai transformé. Et je me suis toujours mis en situation de questionner les manières de travailler. J'avais cette espèce de radar intérieur. Et l'efficacité, je le relie probablement à mes 20 ans de carrière de rugby, où pour moi, un autre juge de paix, il faut que ce soit écologique d'un point de vue, mais aussi que ce soit efficace, en particulier en regard de la raison d'être que les systèmes humains peuvent se donner. Donc la problématique d'aujourd'hui, moi j'aime bien résumer les individus et les organisations et faire l'analogie du surfeur, parce que de manière simultanée, les individus, les organisations sont mus par une aspiration individuelle. Qu'est-ce qui fait que ce matin-là, ce surfeur a pris sa planche et a décidé d'aller surfer? Les organisations et les individus sont comme surfeurs, ils ont besoin de faire avec les éléments extérieurs, le temps, la météo, les vagues, les courants, l'invisible aussi, les courants que ce surfeur ne voit pas mais perçoit, et les dimensions intérieures, qu'elles soient corporelles, psychologiques. En entreprise, ça va être aussi toute la dimension de culture, tout le vécu des gens. Voilà. Donc, en fait, il est important pour moi de cultiver ces capacités. Et quand on se place dans un contexte de transformation, il y a une dimension je trouve très intéressante qui se rajoute à ça, c'est la dimension de temps, et en particulier, comment réconcilier le temps long et le temps court. Et souvent, quand arrive la dimension de temps, moi je l'ai beaucoup vécu en accompagnement, la personne qui porte le changement a envie d'aller vite, et on commence à rentrer dans une forme de linéarité du temps, on cherche le résultat très rapidement, et on a des actions où le temps court n'est pas toujours au service du temps long et de la pérennité de l'action. Et c'est là que j'ai rencontré le pilotage dynamique, qui est pour moi la réponse qui permet de prendre soin de ces dimensions en conciliant efficacité, écologie personnelle et une sorte de plaisir à faire ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est le pilotage dynamique. Moi, cette notion-là, je l'ai rencontrée avec le paradigme d'Ariane. Le paradigme d'Ariane, dont le tout premier slogan était vers une écologie de l'action. On verra pourquoi. On verra que ça, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance.
Donc, le paradigme, il a été mis au point par deux personnes, Olivier et Maryse de Ronceret. Et c'était la synthèse d'un cheminement, en particulier du cheminement personnel d'Olivier de Ronceret. Il avait passé 2 ans en Inde, sans papier et sans argent. Et donc, alors c'est quelqu'un d'assez atypique et c'est quelqu'un qui a modélisé 4 navigateurs. Ce sont des formes dont l'objectif est d'arriver à se situer dans la complexité et de trouver les mouvements dans la complexité. Ce paradigme, il est très inspiré des travaux de Gregory Bateson, qui est un des fondateurs de Palo Alto, qui lui a écrit un livre qui était une écologie de l'esprit. D'accord ? Donc, c'est en reprenant la notion d'écologie de l'esprit qu'ils sont allés vers une écologie de l'action. Et donc, au retour d'Inde, Olivier de Ronceret s'est appuyé sur des physiciens quantiques, en particulier une dame que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Miyohara Mugur Shachter, avec une ambition qui était, nous avons une perception linéaire du temps, d'accord ? Et en fait, il est allé chercher ces physiciens quantiques pour s'affranchir de cette notion de linéarité du temps, et il a créé 4 navigateurs dans la complexité. Voilà très rapidement sur le paradigme. Le paradigme, il faut savoir que c'est un document à peu près de 120 pages qui est fait de contes, qui est fait de poèmes et avec des notices explicatives de ces navigateurs. Donc, la proposition de valeur d'aujourd'hui, c'est vous partagez des clés de lecture, partager une méthode qui permet aussi d'objectiver le dialogue entre des dimensions parfois cloisonnées et qu'on ne fait pas toujours dialoguer quand on accompagne. C'est pour moi une méthode d'ingénierie de transformation, mais pas que. Et puis j'ai un contexte, c'est que moi j'ai vraiment une intention d'acculturer au pilotage dynamique et à ce paradigme que je trouve passionnant, qui est encore assez peu connu en France. Il faut savoir qu'il y a 2 coachs certifiés qui sont à La Réunion. Et l'idée, c'est de promouvoir aussi la formation que j'animerai avec Béatrice Potier, qui aura lieu du 11 au 14 juillet, qui sera architecturée et pilotée des projets de transformation complexe. Cette formation aura lieu à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Donc, je voudrais vous présenter les principes de base du pilotage dynamique. Donc, très simple. Vous allez reconnaître des courbes. Si je vous pose la question des points communs entre la partie A et la partie C et les différences, on voit que A et C sont 2 courbes décroissantes. A est une courbe qui précède un point bas et C est une courbe qui suit un point haut. On peut se dire que A est plutôt une phase de gestation et C est une phase de décroissance et d'obsolescence. D'accord ? Dans A, je vais sans doute, si je suis dans une dimension de projet, je vais sans doute agir dans une forme d'invisible. C'est le moment où je vais investir. Les résultats de ce que je vais faire ne sont pas encore visibles. Et dans C, j'ai dépassé le moment où j'étais à l'optimum et je suis en train de décroître. Si je regarde B et D, B est une phase plutôt de naissance, puisqu'en fait, je suis le point bas. Là où D est une phase de croissance, je peux me dire que tout va bien. Par contre, si j'y prends pas garde, je vais arriver dans une phase de décroissance. Ces phases-là, vous pouvez tout à fait les trouver dans le vivant. On peut se dire que A, c'est l'hiver, que B est le printemps, que D est l'été et que C est l'automne. D'accord ? Et de la même manière, c'est même comme ça qu'est organisé le mouvement dans le corps, puisque moi, je travaille beaucoup avec les fascias dans le corps. Et si je décide d'aller attraper, vous voyez ma main, si elle décide d'aller attraper mon PC, au moment où je pose l'intention, mon fascia dans la matière s'est organisé. Donc lui, il a déjà fait le pré-mouvement vers mon PC. Il y a un temps de naissance de mon mouvement. D'accord ? J'ai à rester présent à mon mouvement. Et puis, je vais arriver jusqu'à le moment où je touche mon PC. Et là, j'ai un temps d'obsolescence. Mon mouvement s'arrête. Voilà. Donc, y compris dans la matière et dans notre corps, le mouvement est construit comme ça. Du coup, de ces courbes, je peux en déduire une courbe en dynamique, d'accord, où je vais voir que mes projets vont suivre un moment où je vais avoir des phases de gestation, de croissance, de naissance plutôt, de croissance et d'obsolescence.
mais je peux aussi en tirer, j'en parlerai pas beaucoup, une manière de trier les informations, c'est-à-dire que je peux en tirer, je peux me dire par rapport à une problématique, il y a des choses qui ne sont pas adaptées, d'accord, qui vont être obsolètes, des choses qui sont anticipées, c'est-à-dire qui sont en phase de gestation, elles sont vraiment à l'état d'intention. Il y a des choses qui sont innovantes, qui sont neuves, il y a des choses qui sont valides. Voilà. Ça va me permettre aussi de lire la complexité, j'y reviendrai pas beaucoup aujourd'hui. Alors, un des intérêts de ça, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me mets en action, quand les collectifs se mettent en action, on va avoir des prédominances. Moi, j'ai passé ma vie à considérer que ce que je pensais comme anticipé, c'est-à-dire encore à l'état de gestation, était vrai, à un point même où j'étais capable de dire à un DRH d'une grande entreprise, je te promets, on peut piloter une organisation comme la tienne depuis l'intelligence du corps, ce qui pour lui était quelque chose de complètement inenvisageable. Vous voyez, mais moi, c'était mon valide. Donc, on voit qu'on a tous des prédominances à notre mise en action et arriver à objectiver la phase dans laquelle je me trouve va permettre souvent de pouvoir me dire, OK, alors je sais que je suis dans une phase de naissance, c'est peut-être pas très confortable pour moi à ce moment-là, mais je vais avoir une forme de persévérance à ce moment-là, d'accord? Et tout en ayant de l'adaptabilité. Voilà. Ça va, et en fait, moi, ça me permet une chose, et ça permet souvent une chose aux gens que j'accompagne, d'éviter d'être tout le temps dans le futur et être vraiment dans le présent et être présent à mon action et de garder de la présence à mon action. Voilà. Donc, en fait, aussi simple qu'elle puisse paraître, on va pouvoir voir une sorte d'angle mort où les choses, nos imperçus dans notre rapport à la mise en mouvement et dans le rapport. Intéressons-nous maintenant à l'art de la navigation, puisque si on réutilise ces courbes-là, on peut rentrer là-dedans. On a tous envie, en tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés, que notre action elle soit complètement linéaire, d'accord? Du coup, quand on va gérer des changements, on va avoir une belle approche dans le temps, soit de la gauche vers la droite, soit donc du présent vers le futur, soit du futur vers le présent. On va planifier comme ça d'une manière très linéaire. Mais en fait, si on utilise les concepts que je viens de vous donner, il faut voir qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des conditions initiales, je vais avoir une phase de gestation, une phase de naissance, une phase de croissance et une phase d'obsolescence du cycle dans lequel je me trouve. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante que dit le paradigme d'Ariane, c'est que la raison pour laquelle les systèmes humains rentrent en phase de décroissance, c'est que la ligne bleue n'étant absolument pas le temps, mais la raison d'être, le truc un peu magnétique qui nous tire vers l'avant, d'accord? C'est peut-être le seul truc qui est linéaire dans ce monde. En fait, j'ai vécu, donc j'ai acquis de l'expérience intérieure, le contexte autour de moi a changé, et en fait, j'ai juste oublié de mettre à jour ma raison d'être, d'accord? Et du coup, je n'ai pas compris qu'il y avait quelque chose d'obsolescent dans ma raison d'être qui avait besoin d'être remise à jour. Donc, qu'est-ce que ça change, ça? Déjà, ça va changer mon lien au temps. Ça veut dire qu'avec ces concepts-là, le temps n'est pas quelque chose qui déroule devant moi, mais le temps devient quelque chose qui m'enseigne, si je sais écouter les signaux faibles, ma raison d'être. Donc, le temps ne me fait plus pression, le temps est opportunité. La deuxième chose, et moi j'ai beaucoup accompagné dans des milieux industriels, c'est un changement aussi du lien au sens. Le sens n'est pas quelque chose de figé, mais le sens, c'est quelque chose qui vient se renouveler, d'accord, et qui est évolutif et qui peut lui aussi se périmer. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, je voudrais introduire une autre notion qui est l'art de la navigation. Et l'art de la navigation, c'est l'art de poser un point d'appui ou une activation avant que les choses ne deviennent trop obsolètes et donc de repartir sur un cycle de gestation, de croissance, de naissance et de croissance. Et en fait, l'art de la navigation et l'art du point d'appui, ça va être d'avoir conscience de ces cycles, conscience de à quel moment je suis dans le cycle et au bon moment, poser un point d'appui, poser une activation, d'accord, pour me permettre de re-rentrer, d'accord, dans une nouvelle phase de croissance et
et donc, l'art de la navigation, ça va être de sentir le bon moment et de créer les ingrédients pour bifurquer aux bons endroits, de la bonne manière, avec la bonne modalité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça crée une autre manière de l'évolution et de la transformation. Et tout bêtement de la vie des projets. En fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de la dimension linéaire et de rentrer dans une dimension beaucoup plus organique des mouvements, des collectifs et des individus. Et donc, c'est une vision qui revient vraiment à la conscience de la mise en mouvement et d'un mouvement qui est à la fois dynamique, adaptable, juste comme le surfeur. C'est pour ça que j'ai pris cette image, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, les collectifs se mettent à surfer. Donc, je voudrais aussi vous attirer sur le genre de choses, votre attention sur le genre de choses que ça nous enseigne. Vous voyez, quand je suis simultanément avec un contexte qui est en train de chuter et un autre qui est en train de naître, chez Ariane, on dit que c'est une phase de double courbe, de double contexte. D'accord? Et ça, d'objectiver ça dans une phase de transformation, parce que ça, c'est des moments qui fatiguent les gens, c'est des moments où il y a du doute, et en fait, d'arriver à objectiver le fait qu'il y a une partie qui meurt, et peut-être un deuil à faire, et une partie qui naît, ça permet aux gens d'avoir de l'attention et de la conscience et au système sur ces deux mouvements, et donc d'en prendre soin et de prendre soin de leur niveau d'énergie. Voilà. Donc, en fait, ça va ouvrir à une notion de cyclicité du temps dans laquelle prendre soin des conditions de comment je travaille, des signaux faibles, prend dès lors toute sa place pour sentir à la fois le mouvement du point d'appui et les bonnes modalités pour bifurquer. Je voudrais introduire un nouveau concept, qui est les différentes dimensions de l'action. Donc, il y a une première dimension, on l'a vu, qui est la dimension de la raison d'être, qu'on va appeler symbolique. La raison d'être, c'est le truc un peu magnétique qui nous tire vers l'avant. On ne sait pas toujours dire pourquoi, et c'est ce qui nous est enseigné par le temps. Il y a une autre dimension qui est le niveau stratégique. Le stratégique, il va prendre en considération le passé, le futur qui vient à nous, et il va constituer des grandes directions, des valeurs. Donc, le stratégique, je dirais que c'est la première dimension qui vient s'incarner. Pour pouvoir répondre à ce stratégique, j'ai besoin d'avoir un niveau qui est organisationnel, c'est-à-dire comment je découpe mon stratégique, d'accord, pour l'organiser, d'accord. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'organisationnel, c'est que lui, il va considérer le futur et le présent. Et puis après, je vais avoir une autre dimension qui va être l'opérationnel, le présent, c'est-à-dire les tâches, qu'est-ce que je fais, vous voyez, typiquement, ce webinaire, donc qui est l'opérationnel de ce que je réalise, il répond à un stratégique qui est acculturer les gens au pilotage dynamique et à l'écologie de l'action. Et pour acculturer les gens au pilotage dynamique et l'écologie de l'action, ben moi, dans mon organisationnel, j'ai une dimension de praticien avec laquelle j'accompagne, mais j'ai aussi une dimension, dans ma boîte, il y a un espace de communication. Donc, en fait, et c'est très important d'aligner ces trois dimensions parce que en organisation, quand ces trois dimensions ne sont pas alignées, les gens le disent, ça manque de sens. Et en fait, c'est très intéressant de voir que quand on désaligne, quand on a un acte qui n'est pas aligné avec son stratégique ou qui n'est pas aligné avec son organisationnel, les gens commencent à se dire que le système n'est pas complètement intègre, les actions du système ne sont pas complètement intègres et on commence à créer de la défiance dans le système. Ça, je l'ai beaucoup vu en particulier quand je me suis occupé d'engagement pour les salariés d'Airbus, où en fait, quand on avait un acte qui n'était pas aligné avec les valeurs qu'on annonçait, ben, ça marchait. Voilà. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu, à la fois quand je crée cette activation, donc où là, je vais créer un plan d'action, à aligner ces trois dimensions, à les faire dialoguer, mais aussi dans le temps, à les garder alignés. Et c'est en particulier aussi à ça que va répondre la gouvernance d'une organisation, c'est-à-dire à garder ces trois dimensions alignées. Donc, si on fait un bilan, on a 4 phases dans un mouvement: gestation, naissance, croissance, obsolescence. Et j'ai 4 dimensions dans une action: symbolique, stratégique, organisationnelle
et opérationnel. Voyons ça maintenant dans le temps, parce que là, c'était statique. Donc, en fait, je vais avoir toujours ma raison d'être, qui reste linéaire, et dans le temps, je vais avoir un niveau stratégique qui, lui, va me fournir un mouvement qui est un mouvement sur le temps long. D'accord? À l'intérieur, mon organisationnel, lui, va osciller, d'accord? Et va être, lui, dans un temps qui est plus court. Là où mon opérationnel va vraiment être dans le présent. Et vous voyez que mon organisationnel, eh bien, de la même manière, il va enchaîner des moments de gestation, naissance, croissance, mort, et avec un point d'appui ici qui me fait revoir mon organisationnel. Et en fait, de faire ça, ça va me permettre d'avancer de proche en proche et de réconcilier la dimension du temps long portée par les raisons d'être et le stratégique et la dimension du temps court portée par l'opérationnel. Et en fait, je vais avoir la conscience de comment ces différentes dimensions discutent dans l'action, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Donc, en fait, ça va me donner en permanence la conscience de où j'en suis. Parce que je peux tout à fait être dans une phase organisationnelle obsolescente et de croissance d'un point de vue stratégique. Ça va me donner la conscience de où j'en suis. Et donc, ça va me donner la conscience de quel est le niveau que j'ai besoin d'impacter quand je pilote mon organisation, quand je pilote mon projet. Est-ce que j'ai besoin de revoir le stratégique? Est-ce que j'ai besoin de revoir la dimension organisationnelle, c'est-à-dire la manière dont je découpe mon stratégique, ou est-ce que j'ai besoin de piloter au niveau des tâches? D'accord? Donc, ça va permettre d'expliciter ce genre de choses et de le partager. Autre intérêt aussi, il y a une chose qui est très rigolote, c'est que vous avez des gens qui ne regardent pas le temps au même endroit. Vous avez des gens qui vont regarder le temps tout le temps d'un point de vue complètement, eux, ils vont être en permanence dans le futur, là où les autres vont le regarder dans une dimension obsolescente. Et en fait, ces gens-là vont parler rigoureusement de la même chose, d'accord? Sauf que la manière dont ils parlent du temps n'est pas la même. Et en fait, la conscience de ces courbes va vous amener à pouvoir faire des médiations. Moi, récemment, j'avais des gens qui disaient rigoureusement la même chose. Certains pointaient ce qui n'était plus adapté dans le système, d'autres pointaient ce qui était neuf. Et en fait, les gens parlaient rigoureusement de la même chose. Ils n'étaient en apparence pas d'accord, c'est juste qu'ils ne regardaient pas au même moment dans les cours. Autre chose, c'est que vous allez aussi avoir des gens qui ne parlent pas au même endroit. Vous avez des gens qui ont besoin de parler dans l'opérationnel, d'accord? Là où vous avez des gens qui parlent en permanence à un niveau très stratégique, sur des valeurs, sur des besoins au niveau. D'autres, voire même des gens qui vont parler sur des choses très symboliques, très en termes de raison d'être, presque désincarnées, d'accord, s'il ne reste qu'à ces endroits-là. Et en fait, détecter ça, ça permet souvent de détecter le fait que les gens, encore une fois, parlent de la même chose, d'accord, mais ne parlent pas au même niveau des dimensions de l'action. Donc, en fait, la conscience de ces cadres-là va nous permettre de faire des médiations, mais juste parce que les gens ne parlent pas au même niveau de leur propre action. Voilà. J'accompagne une chercheuse en ce moment, elle a réussi à faire une médiation juste parce qu'elle a détecté que les gens ne regardaient pas dans le temps du même endroit. Elle avait la conscience de ces courbes. Pour Cécile, c'est Pauline, puisque tu connais Pauline. Elle avait la conscience de ces courbes, elle a réussi à détecter qu'il y avait 4 manières différentes de regarder le temps, et en fait, en l'espace de 10 minutes, les gens se sont rendus compte qu'il y avait une voie de passage juste parce qu'ils ne regardaient pas au même endroit. Une chose très intéressante pour moi, c'est de garder aussi la dimension de présence au mouvement présent, parce que moi, j'ai beaucoup vu des organisations qui avaient vraiment beaucoup tendance à chercher à être à la fin du mouvement, alors qu'il y avait un vrai enjeu à rester présent dans le présent. Très récemment, ça nous a même permis, en objectivant les rôles, en accompagnant une école, ça nous a permis de faire prendre conscience de qui devait être à quel endroit. C'est-à-dire, le directeur devait être un endroit plus de raison d'être et stratégique,
Et en fait, lui, du coup, il s'inscrivait dans un temps long. Et quand les gens qui étaient au niveau opérationnel ont commencé à émettre des choses haut niveau qui se référaient à un temps long, le fait d'avoir préparé le président et le directeur au fait que c'était de leur responsabilité, eh bien, ils ont pu être à l'écoute de ces demandes qui étaient sur un temps long, qui portaient sur l'identité de l'école en l'occurrence, d'accord. Et en fait, ça nous a permis de bâtir des contrats entre les gens qui étaient à un niveau plus opérationnel, en l'occurrence les enseignants, de bâtir des contrats entre le niveau opérationnel, le niveau stratégique et comment est-ce que dans le temps, on va informer aussi sur le risque de est-ce que l'identité de l'école va être gardée. Donc, en fait, on est rentré dans des boucles de communication là-dessus. Voilà. Donc, l'ingénierie de projet, vous pouvez même imaginer un second niveau stratégique. Et donc, à chaque fois, votre niveau organisationnel va pouvoir inclure un niveau croissant de complexité. Voilà. Donc, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu d'alignement, je l'ai dit, dans le temps des différentes dimensions de l'action. D'accord? Et puis, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a un enjeu de gouvernance parce qu'on se rend compte qu'en organisation, eh bien, il faut que ces rôles ils soient remplis. Donc, il va y avoir un enjeu vraiment spatial pour permettre que chaque niveau de l'intelligence stratégique soit endossé. Donc, je vais avoir des gens qui vont être en charge du symbolique, des gens qui vont être en charge du stratégique, des gens qui vont être en charge de l'organisationnel, des gens qui vont être en charge de l'opérationnel. Et si je m'en réfère moi à ma vie dans l'industrie, ben là, vous pouvez sans doute y mettre les exécutifs, là, le management intermédiaire, et là, le management de premier niveau. Et en fait, ça va nous amener à se poser la question de qui remplit quoi, et donc de quels sont les flux de communication dont on a besoin. Et ça va aussi nous amener à mettre à jour des sortes de patterns dans les organisations. Je vous donne un exemple, j'ai accompagné récemment une organisation. En fait, il se trouve que les directeurs, qui sont plutôt à cet endroit-là, au niveau stratégique, passaient leur temps tous les matins dans la réunion de lancement, au niveau opérationnel, à vérifier que la manière de traiter les problèmes avait été la bonne. Et en fait, moi, ça m'a permis d'émettre une hypothèse, d'accord, qui était que ces gens-là qui ont besoin d'avoir une vision long terme et peut-être un peu de recul sur l'action, venaient quelque part écraser la chaîne de l'organisation. Et ça avait un effet assez étonnant, c'est que comme au niveau opérationnel, les gens étaient en permanence bougés par les directeurs et ils n'avaient presque pas le temps de réfléchir à ce qu'ils devaient faire, même s'ils en avaient complètement les connaissances, et bien en fait, l'organisation s'était mise à ne plus remonter de problèmes. Donc, il n'y avait plus de feedback ascendant. Et les gens avaient perdu le réflexe de lever la main et de dire on a un problème. Donc, en fait, ça nous a permis, en fait, en faisant ce constat, d'émettre des hypothèses et ça nous a permis de venir interroger les choses. Et donc, ça nous a permis derrière, on va le voir tout à l'heure, d'architecturer et de faire des choix de où est-ce qu'on intervient en organisation. Là, il s'agit d'une organisation de 1800 personnes. On est sur une grosse organisation. Voilà. Donc, ça va permettre de mettre à jour des sortes de patterns inconscients des organisations ou des individus, mais aussi comment ils viennent se posturer, parce que ce n'est pas du tout un problème que le directeur vienne au niveau opérationnel discuter. Par contre, ça nous a permis de le faire réfléchir sur, quand je viens à cet endroit-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pousse de l'information ou est-ce que je suis aussi dans une posture un peu plus de coaching? Est-ce que je suis un peu plus à l'écoute? Donc, ça nous a permis aussi de venir interroger les gens sur quelle est ma posture en fonction de dans quel endroit je viens me positionner dans l'organisation. Chose intéressante, c'est que pour les entrepreneurs, ben moi, dans ma structure, je fais tout. Je suis à la fois en charge de la raison d'être, du stratégique, de l'organisationnel et de l'opérationnel. Par contre, avoir la conscience de à quel niveau je suis en train de travailler, ça m'aide beaucoup et ça me donne beaucoup de discernement. Voilà.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, de travailler là-dessus et de préparer les leaders sur ça nous a permis récemment aussi que les attentes long terme qui étaient émises par les gens sur le terrain, ça nous a permis qu'elles puissent venir trouver un récepteur plus haut dans la hiérarchie ou au niveau du directeur ou ailleurs dans l'organisation. Et ça nous a permis que ces besoins soient entendus, soient enregistrés et derrière qu'il y ait une vraie communication qui soit mise en place. Donc ça a permis de lever des craintes d'un côté, de prendre conscience aussi de ce qui doit être protégé de l'autre. Et puis, des fois, ça a aussi permis de dire, mais on est désolé, mais ça, on ne peut absolument pas garantir que dans le temps et au travers de cette transformation, on puisse le protéger tout le temps. Ça permet aussi d'amener une forme de courage dans l'organisation. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter sur ça. C'est un premier navigateur qui s'appelle les courbes et les cadres. Et je voudrais maintenant venir zoomer sur l'activation. Donc, sur l'activation, dans le pilotage dynamique, c'est vraiment, pour moi, c'est un art. Et choisir le bon moment est un art. On va avoir des éléments extérieurs ou intérieurs, on va avoir des moments de tension, on va avoir des pertes de repères, on va avoir aussi un mouvement qui va s'essouffler. Alors, le plus souvent, on va traiter ça sous forme de rituel périodique. C'est à ça que répondent nos réunions, d'accord ? Et quand on va être dans des programmes de transformation, détecter le bon moment et le bon endroit dans l'organisation où on le fait, pour moi, c'est un art. Et trouver les bonnes modalités aussi sont un art. Un des risques, pour moi, de l'activation, c'est que si on utilise toujours les mêmes cadres d'activation ou de réunion, eh bien, notre risque, c'est que comme on a tous des prédominances, tous les collectifs ont des prédominances, c'est de faire toujours la même chose que ce qu'on fait déjà et de se mettre en mouvement toujours de la même manière. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment besoin de cadres d'activation qui vont nous permettre d'entendre les signaux faibles, de détecter le nouveau, l'inédit, pour trouver la bonne modalité et réinventer aussi nos manières de nous mettre en mouvement. Donc, sur l'activation, quand les avancées sont plutôt constantes, on peut piloter sur les résultats attendus et les réajuster. On va se piloter sur l'opérationnel et on va réajuster. Ariane prévoit prévoit de considérer sur les résultats attendus deux types de résultats attendus que moi je trouve supplémentaires, c'est les résultats non attendus atteints et les résultats non attendus non atteints. Donc, et quand le niveau de complexité va augmenter, les enjeux évoluent. Et moi, les outils classiques, alors ce que j'appelle les outils classiques, c'est ceux auxquels j'ai été formé en facilitation au début de ma carrière. Il y a plein d'outils systémiques qui marchent super bien. Mais les outils classiques ne permettent pas de lire le champ fondamentalement. On a besoin d'outils qui vont permettre de percevoir le contexte et les liens de manière fine. Moi, j'aime bien parler de déplier l'implié, tout l'implicite qui est caché, ce que je ne sais pas percevoir, pour pouvoir faire discuter les réalités et permettre l'émergence, et des outils qui vont nous permettre de nous montrer le niveau impacté. Est-ce que je suis impacté au niveau de l'opérationnel ou est-ce que le niveau où ma transfo m'impacte, où je suis impacté en ce moment, c'est le niveau stratégique. Donc, il nous faut des sortes de routeurs. Voilà. Et des outils qui vont nous faire revisiter nos modes de pensée. Et c'est en fait cela que les navigateurs Ariane permettent, c'est de revisiter nos modes de pensée et notre lien à l'action et nos manières de nous mettre en action. Donc, en fait, on va avoir 4 navigateurs. Le cadran, dont je vous parlais tout à l'heure, dont la fonction, ça va vraiment être de trier, de déplier et de faire émerger les mouvements. Le cadran, on peut même s'en servir en rétrospective, mais le cadran, il va vraiment nous amener du discernement et il va répondre à la question de où j'en suis. Les courbes et les cadres que je vous ai montrés, qui, elles, vont me permettre de positionner dans le temps et dans l'espace et de donner du sens à l'action et de faire dialoguer les différentes connexions. Il y a deux autres navigateurs dont je ne vous parlerai pas beaucoup plus, qui est la triangulation, qui va permettre de faire dialoguer des éléments du contexte qui souvent dialoguent peu et de créer des perspectives et des marges qui vont nous permettre de créer, de mettre en relation des choses en apparence opposées, duales ou alors
où on se dit qu'il y a des liens de conséquences et de causalité qui seraient un peu systématiques et on aurait une vision un peu erronée de la causalité. Donc, on va pouvoir venir travailler sur la chose. Je vous montre comment on fait parler souvent le cadran et les courbes et les cadres. On va partir d'un cadran, d'accord, qui vont nous donner 4 mouvements, puisqu'il y a 4 transitions. Donc, et derrière, eh bien, ces 4 mouvements, alors là, je prends l'exemple où ces 4 mouvements seraient plutôt entre la dimension symbolique et stratégique. Donc, on va travailler, on va écrire nos objectifs stratégiques et les résultats attendus. On va décrire les objectifs organisationnels et les résultats attendus. Pareil pour l'opérationnel. Et en fait, pour vraiment les faire dialoguer, on va se poser la question de comment est-ce que ce que j'ai écrit au niveau opérationnel, comment ça enrichit l'organisationnel, et ça va venir élargir la dimension organisationnelle. Et pareil, et en fait, de faire ça avec les dirigeants, moi je commence toujours par des accompagnements individuels, ça va avoir un effet, c'est que le dirigeant, des gens qui ne sont pas trop habitués à ce mode de pensée, ça va lui faire comprendre aussi comment ces 4 dimensions discutent dans sa mise en action individuelle, mais comment est-ce que ces 4 dimensions ont besoin de discuter dans son organisation. Et moi, les retours que j'ai très souvent, c'est des dirigeants qui me disent, à l'issue de 3-4 séances avec ça, ah mais je perçois vraiment différemment les mouvements dans mon organisation, depuis les mouvements que je peux percevoir dans ma organisation. Donc, il y a vraiment une dimension pédagogique à utiliser en individuel au service du collectif. Et moi, je commence assez souvent par mettre en mouvement le dirigeant et après l'organisation. Donc, le bénéfice des navigateurs, le premier, c'est que le système trouve ou nous montre son mouvement. Donc, il va nous indiquer l'endroit impacté. Est-ce que c'est la dimension symbolique? Est-ce que c'est la dimension stratégique, organisationnelle, opérationnelle? Le système, il va aussi nous montrer le sujet. Est-ce que c'est une problématique de gouvernance? Est-ce que c'est une problématique interrelationnelle? Est-ce qu'on a besoin de développer des capacités individuelles au service de la gouvernance? Est-ce qu'on a besoin de développer du savoir-être? En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est toujours le système qui va nous mettre à jour le besoin. Et moi, j'ai fait beaucoup de gouvernance partagée par le passé. En fait, ça m'amène vraiment au fait que le besoin émerge dans une temporalité juste et du coup, je n'implante jamais plus que la réponse aux besoins qui ont été conscientisés par le système. Il m'est arrivé, j'ai implanté la gouvernance partagée dans un collectif de 40 accompagnateurs au changement. C'était mon dernier poste chez Airbus. Et en fait, on a terminé avec une gouvernance en cercle, mais j'ai commencé par introduire le fait qu'il y avait la prise de décision par consentement et un facilitateur. Et en fait, parce que ça avait émergé au détour d'une évaluation, et en fait, à mesure, le système émettait des nouveaux besoins, et après, on a introduit le secrétaire, on a introduit le secrétaire. Et en fait, ça va faire une chose, c'est que ça va développer un vrai savoir-faire dans le système et de la confiance dans la capacité à changer. Ce que j'entends souvent, que ce soit les individus ou les collectifs utilisent ces outils, c'est on ne s'est jamais parlé comme ça. Il y a presque un côté, on est étonné, on ne s'est jamais parlé comme ça et on n'a jamais été autant d'accord sur les solutions à mettre en place. Et donc, ça va créer une sorte de mémoire de comment faire différemment. Et cette mémoire, je vous parlais tout à l'heure de la dimension pédagogue de mon métier, ça va faire que les gens vont se mettre à la réutiliser, y compris quand moi, je serai parti. Et il y a une chose assez intéressante dans ces navigateurs aussi, c'est qu'ils nous amènent dans une posture attentionnelle propice à l'émergence ou à l'action. Certains vont parler d'état de flow. Ce matin, j'ai écouté Radio Présence à Toulouse et parlait de l'opération du Saint-Esprit. Voilà, ça nous amène donc vous y mettez ce que vous voulez, mais dans le truc qui fait que globalement, on est vachement plus intelligent dans l'émergence de l'action. Et ça devient très modélisant pour le système, parce que je peux même vous dire que quand j'utilise ça en individuel, quasiment tous les gens amènent à se poser la question de leur rapport au corps, d'accord, et comment j'incarne mon projet, et reviennent dans un accompagnement corporel. Et la plupart des systèmes que j'accompagne finissent par dire « mais il faut qu'on travaille
sur notre présence, notre posture attentionnelle. Et moi, j'ai un collectif qui m'a demandé même une méditation hebdomadaire, puisque à l'issue, et preuve que c'était utile, puisque au bout d'un moment, ils m'ont dit non, mais la méditation hebdomadaire, on ne va plus la mettre le lundi, on va la mettre le mercredi, parce que le mercredi est la journée où on a vraiment besoin d'être au top. Donc, en fait, ils avaient vraiment intégré que la posture attentionnelle était au service de leur performance individuelle et collective. Voilà. Donc, les capacités attentionnelles durant l'action, pour moi, il s'agit d'être présent à mon action. Aussi, la capacité à percevoir les signaux faibles, c'est ce qui va faire qu'on va être simultanément persévérant et très adaptable dans l'action. Et je trouve que les navigateurs Ariane nous enseignent ce genre de choses. Durant l'activation, donc le point d'appui, c'est la présence à soi, c'est aussi développer une posture dite, alors moi je vais utiliser un terme que moi j'utilise moi, qui est de neutralité active, c'est-à-dire que ma part active consiste à être neutre avec ce que je perçois, d'accord? Et donc, ça va m'amener à être très ouvert au point de vue de l'autre, à toute la nouveauté, que je ne sais pas souvent voir, la capacité à percevoir le contexte, à déplier, l'implier, et la capacité à percevoir aussi les mouvements qui sont à venir et qui ne sont pas ceux que j'ai l'habitude de produire. Voilà. Et puis, il va y avoir un bénéfice long terme, c'est que déjà, il y a un apprentissage perceptif qui va être réutilisable. Tout le monde parle d'intuition, mais je crois qu'en fait, on est juste en train de développer les capacités de reproduire l'intuition. Et je n'ai pas la dernière ligne parce que comme j'ai le bandeau Zoom, je ne sais pas ce qui est écrit sur la dernière ligne. Persévérance sans effort alliée voilà. à une capacité d'adaptation. Ouais. Ça, c'est vraiment cette notion de persévérance sans effort. C'est vraiment la capacité à tenir son intention sans y mettre de la volonté ou sans, d'un point de vue énergétique, ça coûte, avec une grande capacité d'adaptation qui est née de cette capacité à percevoir les signes. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça m'a permis de faire. Donc, je suis arrivé dans ce système de 1800 personnes et lui, ce système, il avait ces 4 dimensions avec ces 4 mouvements qui ont tous une temporalité et ces 4 dimensions étaient rigoureusement implicites. D'accord ? Personne ne savait, ils avaient vaguement l'idée au niveau des directeurs qui devaient être en charge de la stratégie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand vous commencez à objectiver ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est incarné. C'est incarné par au moins un individu, souvent. On va dire que c'est le premier lien du cercle, si on fait de la gouvernance. D'accord ? Que cet individu, ça vient s'incarner dans la dimension physique, dans la dimension psychique. Il y a différents petits bonhommes à l'intérieur de lui et dans le comportemental. Donc, en fait, et que cet individu, il a lui-même, puisqu'il est système humain, il a lui-même ces 4 dimensions dans son mouvement. Que tout ça, ça discute avec les collectifs qui sont dans ces niveaux-là, d'accord, qui ont eux-mêmes leur mouvement. OK ? Et que le petit bonhomme qui est là, lui, il a une dimension physique, il a une dimension psychique, il a une dimension comportementale, il a ces 4 dimensions de l'action. Et de la même manière, sur la dimension interpersonnelle. Et en fait, de venir objectiver et de rendre conscient ces mouvements, alors pas sur toute l'organisation, parce que c'est juste injouable, mais chez la personne, là en l'occurrence, c'était le patron de l'usine, dans le système, dans l'organisation elle-même. Comprendre aussi comment chaque niveau, selon comment chaque niveau était incarné, ce que ça pouvait créer plus bas. Ça a permis d'objectiver des choses, de montrer des patterns de l'organisation, mais ça a permis une sorte de capacité d'ingénierie d'accompagnement où on a pu choisir quel type d'accompagnement on vient poser, où et pourquoi, et avec quelle modalité. Est-ce qu'on les forme à de la communication consciente? Est-ce qu'on va les former au feedback? Est-ce qu'on va faire travailler des communautés qui ont besoin de retravailler ensemble? En fait, ça a permis d'objectiver ça. Et ça a permis, comme ce schéma-là, alors il est beaucoup plus… ce que je partage, ce n'est pas exactement ça, mais ça c'est en résumé. Ça a permis de faire en sorte que les dirigeants prennent une part active à l'ingénierie d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est les dirigeants qui commencent à poser la question de « tiens, si on faisait ça ?» Et en fait, c'est lui qui commence à architecturer l'accompagnement
et qui se met en situation 2. Voilà. Donc, ça ouvre vraiment cette capacité à lire les mouvements d'une organisation et leurs interactions. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand on commence à objectiver ça, c'est très, très facile de les faire lire. D'accord? Moi, il m'est arrivé même de poser des questions à un niveau opérationnel ou organisationnel à des managers de niveau intermédiaire. Mais alors, quand le fait qu'il n'y ait pas de stratégie nommée, qu'est-ce que ça crée chez toi, ou le fait que telle personne elle vienne dans telle réunion, ou qu'ils interagissent comme ça avec toi, qu'est-ce que ça crée chez toi? Et en fait, les gens commencent à comprendre les mouvements qu'il y a dans le système. Et en fait, c'est ce que je vous disais, donc ça ouvre à une capacité d'ingénierie des systèmes et d'ingénierie des systèmes sur des systèmes hyper complexes, parce que 1800 personnes, je ne pensais jamais pouvoir architecturer ça. Alors, les actes d'accompagnement, je les fais, il y a une équipe avec moi, d'accord? Mais par contre, la dimension d'architecture, je la traite avec l'organisation elle-même. Et je fais ça quasiment tout seul. Bon, je suis supervisé pour ça, bien. Donc, tout ça, ça ouvre à une chose. Ça ouvre à une chose à l'entreprise, c'est que, en fait, ce qui nous intéresse, je crois que c'est l'action. D'accord? Ce qui est vendable en accompagnement, c'est effectivement l'action. Et donc, ce que je vous ai, et moi, j'appelle ça l'écologie de l'action, et je voudrais vous montrer les différentes dimensions. Ce que je viens de vous montrer là, avec le paradigme d'Ariane, c'est des outils d'intelligence stratégique qui vont questionner les mouvements dans l'organisation, dans l'espace et dans le temps, et derrière, venir nous montrer les bonnes actions à poser. Donc, en fait, étant donné que, en fait, ils vont nous permettre de mettre en mouvement et d'implanter des gouvernances et de prendre soin de l'intelligence collective. Et du coup, moi, je commence toujours par ce paradigme d'Ariane, et derrière, souvent, les navigateurs me montrent, quand il y a besoin, le travail de gouvernance qu'il y a à refaire. Pour supporter ça, je vais aller retravailler sur la dimension interrelationnelle. La dimension interrelationnelle va m'amener aussi à travailler sur la gouvernance intérieure. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'IFS, de l'Internal Family System. En gros, c'est comment je travaille sur mon intelligence collective intérieure, parce que je ne suis pas toujours d'accord à l'intérieur de moi. Comment je travaille ça? Et ça, c'est très modélisant d'ailleurs. Et derrière, je vais travailler sur l'intelligence du corps, d'accord? Parce que l'intelligence du corps et la capacité et travailler sur la posture attentionnelle propice à l'action va vraiment être le socle qui va supporter l'émergence dans le système. Donc, en fait, ça pour moi, ce sont les différentes dimensions de l'écologie de l'action. Dans la formation dont je vous parle, on parlera paradigme Ariane et on parlera somatopsychopédagogie. On ne parlera pas directement des autres dimensions. Mais ça, pour moi, ce sont les dimensions de l'écologie de l'action, qui n'est pas un terme qui m'appartient, qui est à l'origine un terme qui a été introduit par le paradigme d'Ariane et qui est aussi un terme qui a été partagé par Edgar Morin, puisqu'il partage le fait que quand on rentre en action, on a besoin d'avoir la conscience que agir est un pari, on a besoin de revenir à une forme d'écologie de l'action. Voilà, donc en conclusion, les apports du pilotage dynamique, c'est la capacité d'architecturer des projets vivants de transformation. Et moi, ça m'a amené vraiment à une pédagogie de la mise en mouvement. Et je devrais même mettre un S en mouvement parce que je lis les mouvements des organisations aux différents niveaux et des individus. Pour moi, ça a amené aussi un changement de paradigme dans l'accompagnement du changement individuel et organisationnel. Je ne fais plus de gestion du changement. Je préfère parler de mise en mouvement. Et c'est aussi un changement de paradigme dans l'accompagnement des risques psychosociaux. C'est-à-dire que venir mettre en mouvement un système et venir l'évaluer, faire une évaluation dynamique, devient un acte responsable et en fait un levier de performance. Se préoccuper des risques psychosociaux devient un levier de performance. Ça offre, et ça c'est la capacité de pilotage des individus collectifs, et ça fait des individus et des organisations très résilientes. Et une chose qui est assez étonnante pour moi, c'est la
confiance dans la capacité à changer. C'est que, voire même, les collectifs et les individus finissent par aimer changer. Ils ne se posent pas la question de j'ai un changement oui, ça va faire mal, mais il y a presque un intérêt à surfer la vie et à surfer ce qui leur arrive. Voilà. La persévérance et la capacité d'adaptation dont je vous parlais. Et les savoirs et les plans d'action sont vraiment incarnés. Et il y a une chose d'assez étonnante avec Ariane, avec ses outils, c'est que l'engagement, il est comme engrammé à l'intérieur de la matière. Et en fait, du coup, ça fait un engagement, on a beaucoup moins de surengagement et de sous-engagement. On a un engagement qui est très juste dans les organisations. Voilà. Quelques liens qui sont revisités. Bon, je l'ai dit, l'utilisation du corps va permettre des savoirs incarnés et de revisiter donc des liens qui va être le lien à l'action, à la performance. Le lien à ma propre action, le lien au temps, d'accord? Le lien à la mort de mon action ou de mon projet, le lien aux autres et au collectif, le lien à ses croyances. Pour moi, l'organisation est un producteur de croyances et de pensées, et ça va nous amener à une plasticité de croyances. Et en fait, ça nous conduit à une espèce d'émergence d'une pensée systémique qui est comme incarnée. Et il y a quelques années, et j'en terminerai avec ça, j'avais rencontré une collapsologue qui venait de faire une thèse sur le fait qu'on avait du mal à se renouveler en matière d'écologie. Et elle m'avait dit notre problème, c'est qu'on est soit dans l'impuissance, on n'y arrivera jamais, le temps long, soit dans la toute-puissance. D'accord? Je veux tout de suite. Et en fait, moi, ce que j'ai rencontré avec ce paradigme, c'est la capacité vraiment de trouver l'action juste dans le temps court, au service du temps long, et quelque chose qui nous permet d'embrasser notre douce puissance. Donc voilà, essayer de trouver cette espèce de voie un peu médiane. Et c'est ça dont témoignent les gens. Donc j'en ai fini. Je vous ai partagé ma passion. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Et moi, ça m'a amené une chose, puisque j'ai fait beaucoup d'accompagnement culturel en entreprise par le passé. Ça m'a amené à dire que la culture et la stratégie sont vraiment les deux faces d'une même pièce et qu'il n'y a pas de transformation culturelle sans transformation stratégique opérationnalisée dans les organisations. Merci beaucoup. Merci Vincent pour ce partage de savoir et d'expérience aussi, puisque tu as bien nourri tes explications de petits cas réels. Donc voilà, j'aime bien le juste équilibre, hein, que tu termines par un juste équilibre entre soit on est complètement impuissant et puis du coup on est bloqué, soit on se sent tout puissant puis du coup probablement on part un peu n'importe où ou on ouvre trop de portes, etc. Retrouver le juste équilibre entre les deux, nous c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi dans passablement d'éléments quand on parle de gouvernance au niveau de l'instant Z. Donc voilà, moi il y avait pas mal de choses qui résonnaient, notamment sur les différents j'appelle ça les différents cadrans, les différents niveaux. Donc voilà, nous on a le côté, on a repris du rêve du dragon, le rêve, plan, l'action et la célébration. Et puis on y met le sens, donc c'est dans le cadre du modèle Z, effectivement le sens, toi tu mets bien le côté symbolique. Le rêve serait, j'ai plus les termes exacts que tu as utilisés. Mais on le retrouve aussi sur le côté stratégique, le plan sur le côté organisationnel, l'action sur le côté opérationnel. Et puis finalement, nous ce qu'on considère dans la célébration, c'est ce côté d'amélioration continue, de boucle de feedback un petit peu. C'est toi ce qui te permet de faire les échanges entre les différents niveaux. Et puis c'est si je pense lié à ce point de bascule là dont tu parlais, pour éviter pour anticiper la partie obsolescence. Et nourrir avec la célébration, en fait, justement, tirer les enseignements du chemin parcouru, de ce qui s'est passé, se projeter sur la suite au bon moment ou régulièrement, parce que finalement, j'imagine que le point de bascule, on ne sait pas trop forcément quand il arrive. Donc c'est intéressant de faire la célébration, les séances de célébration, de bilan, etc., aident à anticiper ça. Et je crois que la présence au présent qu'on développe est vraiment clé pour venir détecter le moment et aussi l'espace, parce que moi, je suis un drogué d'action et j'avais tendance à chercher le mouvement fatal à tout moment. Et en fait, ça m'a amené beaucoup de sagesse et de discernement.
Et nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à amener dans les accompagnements, dans les grosses orgas surtout, et puis Oui, qui sortent de systèmes assez classiques où on est vraiment dans l'action, en fait, oui, dans l'opérationnel, dans l'action et donc très souvent, c'est ce tour de météo. On arrive en début de réunion, alors on peut appeler ça tour de météo, tour d'inclusion et cetera, mais en gros, c'est se rendre présent finalement. C'est ça, c'est, OK, j'arrive, d'où je viens, je respire un grand coup, je dis bonjour aux autres avant de me lancer tête baissée dans l'action. Et ça, nous, on remarque que c'est quelque chose de très difficile, en fait, à concevoir et très souvent, c'est le truc de: «Mais à quoi ça sert ce truc? On a du boulot, ces 5 minutes au début, elles nous sont difficiles à prendre». Donc je trouve que c'est intéressant la manière dont tu l'amènes, l'importance de, voilà, de se rendre présent pour pouvoir, mieux discerner, en fait, sur oui. où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on a besoin de nourrir, ouais. Ce que j'aime beaucoup dans les navigateurs Ariane, c'est que on va rentrer par le vocabulaire de l'organisation, par des axes très opérationnels et stratégiques. On va vraiment. Et en fait, l'expérience qui est proposée va vraiment être une expérience qui va être modélisante de ah mais tiens, quoi. Et les gens le formulent pas de cette manière-là. Ils disent pas tiens, j'ai une posture attentionnelle à changer. Voilà, mais ils nomment le fait que l'expérience a été différente et qu'ils ont besoin qu'au quotidien l'expérience soit différente s'ils veulent avoir cette Mmh. qualité d'action et de discipline. Parfait, donc merci beaucoup. Il est déjà 12h30 passé. Donc ce que j'ai pas dit au début, c'est que Vincent, lui, il reste volontiers un peu plus longtemps, probablement jusqu'à 13h, quelque chose comme ça. Donc pour les personnes qui ont envie de passer du temps à discuter, échanger, poser leurs questions, ben, vous pouvez le faire. Les personnes qui doivent nous quitter, il y en a déjà plusieurs qui l'ont dit dans le chat, ben, libre de le faire aussi bien entendu. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement, ce sera rediffusé sur, la chaîne YouTube d'Instant Z et puis Vincent probablement sur, ton site internet ou, tes différents moyens de communication. Voilà. Donc merci pour votre attention